Je me tenais là, devant le conseil d'administration, le souffle court, la cravate de travers, la chemise froissée. L'odeur du café froid et de la peur stagnait dans la salle de conférence, habituellement si impeccable. Arthur Delacroix, le président, celui qui avait été mon mentor, me regardait avec une déception si profonde qu'elle me transperçait. Son visage était une image figée, gravée de la pierre tombale de ma carrière. L'email, ce n'était pas moi, ai-je balbutié, ma voix trahissant la panique qui martelait mes tempes. Mon compte a été piraté. Je n'ai pas démissionné, je vous jure. Comment avais-je pu en arriver là? Il n'y a pas si longtemps, ma vie était parfaite. Julien Dubois, l'empereur de la tech à Paris, des millions à la banque. Une Aston Martin qui faisait tourner les têtes à chaque feu rouge sur les Champs-Élysées. Et une maîtresse, Sophie, la VP Marketing de Dubois Technology. Je croyais que personne ne savait. J'étais le roi du monde, ou du moins, le prince régnant de la rive droite. Pourtant, tout avait commencé ce matin-là, il y a quelques jours. Samedi matin, je crois. Ou était-ce vendredi? Mon cerveau était un nuage de regrets et d'alcool cher, un mélange particulièrement détonnant. Je me suis réveillé dans l'appartement de Sophie, près de la porte de Saint-Cloud. Le soleil de Paris, déjà haut, tranchait les stores comme une lame chirurgicale. Ma tête cognait, un rythme sourd qui rappelait le bruit d'une facture impayée. À côté de moi, Sophie, ses cheveux blonds en éventail sur l'oreiller de soie, a murmuré un truc inaudible avant de se retourner, indifférente. Je l'ai regardée. Pendant 6 mois, cette vision avait été un frisson d'excitation interdite. Ce matin-là, c'était juste. Un haut le cœur, j'ai jeté un œil à ma Rolex posée sur la table de chevet. 10h30. Merde, j'ai sifflé, sautant du lit. Une réunion du conseil à midi. Je devais être à ma maison de Versailles depuis 2 heures pour me changer. « Tu pars déjà ?» a ronronné Sophie, se redressant sur un coude. Elle n'avait jamais l'air inquiète, jamais l'ombre d'un souci. Elle était la nouvelle VP Marketing de Dubois Technologies et elle savait exactement qui tenait les rênes. « Il faut que je rentre », ai-je murmuré, boutonnant ma chemise de mes mains tremblantes. Marie pense que j'étais à une conférence à Lyon. Je dois jouer le rôle, tu sais. Marie a pouffé Sophie, levant les yeux au ciel. La petite souris. Quand est-ce que tu vas lui dire, Julien? Tu me l'as promis pour Noël. Je le ferai juste. Pas aujourd'hui. J'ai attrapé ma veste et me suis précipité hors de l'appartement. La route vers Versailles n'était qu'un flou d'anxiété. J'ai répété mes mensonges devant le rétroviseur. Le vol retardé, les embouteillages infernaux, mon téléphone à plat, le scénario habituel. Marie ne me questionnait jamais de toute façon. C'était la femme parfaite, dévouée. Discrète, elle me soutenait. Et honnêtement, elle était d'un ennui mortel. Elle maintenait la maison impeccable, organisait nos dîners mondains, et ne demandait jamais pourquoi je sentais le parfum d'une autre ou pourquoi je travaillais si tard. J'ai barré mon Aston Martin dans l'allée du vaste domaine, chemin du Chêne Doré. Une magnifique propriété, le témoignage de ma réussite. Mais ce jour-là, elle me paraissait menaçante. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. « Marie, chérie, je suis rentré !» ai-je lancé, adoptant ma meilleure voix de mari épuisé. Le silence. D'habitude, une odeur de café ou de pâtisserie fraîche m'accueillait. Marie, elle, était une pâtissière de stress. Mais l'air était vicié, froid. Marie, j'ai traversé le salon jusqu'à la cuisine. Les comptoirs étaient impeccables, brillants de propreté stérile. Pas de vaisselle sur l'égouttoir, pas de courrier sur l'îlot central. J'ai froncé les sourcils et monté le grand escalier jusqu'à la chambre principale. La porte était ouverte, le lit était fait avec une précision militaire, les coussins décoratifs parfaitement alignés. « Marie, tu es dans la salle de bain. » J'ai poussé la porte de la salle de bain, vide, aucune serviette sur le sol, aucun de ces innombrables produits de beauté sur le lavabo.
Une boule de glace s'est formée dans mon estomac. Je me suis tourné vers le dressing, celui que j'avais fait faire sur mesure l'année dernière pour notre anniversaire, histoire d'apaiser ma conscience. J'ai ouvert les portes en grand. J'ai haleté. C'était vide. Pas juste en désordre. Vide. Les portants où pendaient ces robes de créateurs n'étaient que des barres nues. Les étagères pour ses chaussures étaient vacantes. Même les tiroirs étaient légèrement ouverts pour montrer qu'il ne restait rien à l'intérieur. C'était comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai tourné sur moi-même, la panique me montant à la gorge. C'est là que je l'ai vu. Sur le bois sombre de la commode, posée seule au centre de la pièce, une grande enveloppe Kraft. Et sur l'enveloppe, sa bague de mariage. Le diamant captait la lumière du soleil, un solitaire de 3 carats que j'avais acheté pour la faire taire après notre première grosse dispute il y a des années. Je me suis approché, les jambes lourdes de plomb. J'ai pris la bague. Elle était froide. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 3 piles de papier distinctes. La première, un document légal. Requête en dissolution de mariage. La seconde, une capture d'écran imprimée. C'était une photo de caméra de sécurité d'un restaurant. Elle montrait Sophie et moi les mains jointes sur une table au restaurant Le Monde. Un endroit où je n'avais pas emmené Marie depuis des années. Le cachet de la date était d'il y a 3 jours. Et la troisième, une note manuscrite sur son papier à en-tête personnalisé. Julien. Je ne voulais pas y croire. J'ai essayé de détourner le regard pendant 2 ans. Mais les virements bancaires sur son compte, les nuits tardives et enfin, te voir avec elle. J'en ai assez. Je ne me battrai pas pour la maison. Je ne me battrai pas pour les voitures. Je ne veux pas de ton argent. Je veux juste partir. Ne me cherche pas. Quand tu liras ceci, je serai parti. J'ai fixé le papier. Mes mains tremblaient si fort que le papier frémissait. Elle savait. Elle savait depuis 2 ans. Et elle n'avait rien dit. J'ai attrapé mon téléphone et composé son numéro. Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. J'ai recomposé. Même résultat. Non, 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 ai-je marmonné. J'ai couru en bas vers le coffre-fort de mon bureau. J'ai tourné la molette et l'ai ouvert. Mon passeport était là, mes réserves d'argent liquide aussi. Mais la boîte en velours où Marie gardait les émeraudes de sa grand-mère avait disparu. Et le classeur bleu, celui où elle tenait les comptes de la maison, manquait. Je me suis effondré dans mon fauteuil en cuir. Je devrais me sentir soulagé. Sophie voulait que je quitte Marie. Marie venait de me faciliter la tâche. Pas de pension alimentaire, pas de bataille pour la maison. C'était le divorce parfait. Alors pourquoi avais-je l'impression que le sol venait de se dérober sous mes pieds? Les 48 heures suivantes ont été un brouillard surréaliste. Je suis resté dans cette maison vide, sursautant au moindre craquement du parquet, m'attendant à moitié à ce que Marie entre avec des courses et s'excuse pour la blague. Elle n'est pas venue. Lundi matin, j'ai dû aller au bureau. J'ai enfilé une chemise froissée, incapable de trouver le nettoyage à sec que Marie ramenait habituellement le vendredi. Impossible de trouver mes boutons de manchette préférés. Marie les organisait par couleur, vous comprenez. Je n'ai même pas trouvé les grains de café. Apparemment, elle cachait la réserve quelque part où je ne savais pas. C'était agaçant. Petit détail, mais qui s'accumulait. J'étais à Dubois Technologies à 9 heures précises. Le bureau au mur de verre du centre de Paris me galvanisait d'habitude. Aujourd'hui, c'était une cage. « Bonjour, Monsieur Dubois », a gazouillé Brigitte, mon assistante. Elle m'a regardé, son sourire vacillant légèrement. « Vous allez bien? Vous avez l'air un peu pâle. »« Je vais très bien », ai-je rétorqué, la voix cassante. « Appelez Maître Duval, mon avocat personnel, tout de suite. » Brigitte a hoché la tête, les yeux écarquillés, et s'est empressée de partir. J'ai claqué ma porte. Je me suis assis à mon bureau et j'ai fixé le cadre photo familial face à moi. Il était vide. Marie était venue pendant le week-end, probablement avec sa clé de secours,
et avait retiré la photo de nous deux au pique-nique de la boîte. Elle avait laissé le cadre, cependant, un rectangle de verre creux qui me regardait en retour. Mon téléphone a vibré. Maître Duval, ligne 1. J'ai décroché. Pierre, c'est Julien. Julien, bonjour. Je suppose que vous avez reçu le paquet par coursier? La voix de Maître Duval était grave. J'ai trouvé les papiers sur ma commode. Pierre, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Elle dit qu'elle ne veut pas de pension alimentaire. C'est un piège? C'est très inhabituel, a admis Pierre. J'ai examiné la demande que son avocat a envoyée ce matin. C'est béton. Elle renonce à la pension alimentaire, renonce à toute réclamation sur les actifs de l'entreprise, renonce à la propriété conjugale. Elle demande une rupture nette, une dissolution immédiate. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas retenir. Alors, j'ai gagné? Techniquement, oui. C'est le règlement de divorce du siècle pour un homme dans votre position. Mais Julien, Pierre a fait une pause. Son avocat est maître Antoine Lefebvre. J'ai figé. Antoine Lefebvre, le requin du monde des affaires de Monaco. Marie ne connaît pas ce genre de personne. Marie achète ses vêtements en solde et fait du bénévolat à la bibliothèque municipale. Apparemment, elle connaît ce genre de personne, a dit Pierre, sa voix tendue. Lefebvre ne prend pas d'affaires domestiques à moins qu'il n'y ait des enjeux importants. Ça me rend nerveux, Julien. Pourquoi engager un tueur corporatif juste pour agiter un drapeau blanc? Peut-être qu'elle veut juste s'éloigner de moi à ce point, et je dis, un goût amer dans la bouche. Peut-être, mais signez les papiers rapidement, avant qu'elle ne change d'avis. J'enverrai un coursier. J'ai raccroché. Je devrais célébrer. Je pouvais épouser Sophie. Nous pouvions être le couple de pouvoir de Paris. Il y a eu un coup à la porte. Sophie est entrée, sans attendre de réponse. Elle portait une robe rouge moulante qui était limite indécente pour le bureau, mais elle s'en fichait. J'ai entendu la rumeur, a-t-elle dit, fermant la porte à clé. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. Brigitte dit que tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Elle est partie? Je l'ai regardée. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point ses traits étaient acérés, prédateurs presque. Elle est partie, Sophie. Elle a laissé les papiers de divorce. Elle a renoncé à tout. Les yeux de Sophie se sont illuminés. À tout? L'argent? La maison? À tout. Sophie a poussé un petit cri et s'est précipitée vers moi, me jetant ses bras autour du cou. « Oh mon Dieu, Julien, c'est parfait. On peut enfin arrêter de se cacher. On peut rénover la maison. » Je détestais ces vieux rideaux poussiéreux qu'elle avait. « Elle est partie depuis 2 jours, Sophie, » ai-je dit, me reculant légèrement. « On pourrait peut-être attendre avant de redécorer? » Sophie s'est retirée, offensée. « Pourquoi? Tu allais la quitter de toute façon. Cela nous épargne juste les frais d'avocat. On devrait sortir ce soir. Fêter ça. Je dois travailler. Nous avons la réunion trimestrielle des investisseurs mercredi. Je dois me préparer. » D'accord. Sophie a fait la moue. Mais ne sois pas en retard. Je réserve encore le monde. Elle est partie, balançant ses hanches. J'ai frotté mes tempes. Je me suis tourné vers mon ordinateur pour consulter les rapports trimestriels. J'avais besoin des projections financières pour la présentation. J'ai navigué vers le serveur partagé, le dossier intitulé « Finances internes ». Il était protégé par un mot de passe. J'ai froncé les sourcils. J'ai tapé mon mot de passe habituel. Accès refusé. J'ai tapé le mot de passe administrateur. Accès refusé. J'ai pris le téléphone. Brigitte, mettez-moi le support en ligne. Je ne peux pas accéder au rapport financier. 2 minutes plus tard, le directeur informatique, un homme nerveux nommé Cédric, était au bout du fil. Monsieur Dubois, je consulte les logs. Le mot de passe a été modifié samedi soir. Modifié par qui? Ah, par l'utilisateur M. Dubois, administrateur. Mon sang s'est glacé. Marie? Marie n'a pas d'accès administrateur.
Elle a juste aidé à la comptabilité au début de l'entreprise. Eh bien, monsieur, selon les logs système, ce compte a des privilèges d'administrateur root depuis 5 ans. C'est elle qui a construit l'architecture des fichiers. J'ai lâché le téléphone. Je me suis souvenu. Il y a 5 ans, quand l'entreprise commençait à prendre de l'ampleur, nous ne pouvions pas nous permettre un directeur financier. Marie, qui avait un diplôme en mathématiques que j'oubliais souvent, avait proposé de mettre en place la base de données. Je l'avais laissé faire, puis je l'avais félicité du revers de la main et engagé une vraie équipe une fois que l'argent avait commencé à affluer. J'avais oublié. Elle tenait les clés. J'ai essayé un autre dossier. Contact client. Accès refusé. Brevet en attente. Accès refusé. La panique réelle et viscérale s'est installée. Je n'étais pas seulement coupé du confort de ma maison. J'étais en train d'être coupé du cerveau de ma propre entreprise. Mon téléphone portable a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'était un fichier PDF. J'ai cliqué. C'était une facture. Une facture de conseil d'une entreprise appelée Solutions Nemesis, à Dubois Technology, pour clé de déchiffrement pour accès root. Coût 5 000 €. Sous le prix, une simple ligne de texte. As-tu vraiment cru que je me contentais d'arranger les fleurs? Monsieur, j'ai fixé l'écran. 5 millions d'euros. Elle ne voulait pas de pension alimentaire. Elle rançonnait sa propre entreprise pour la me revendre. Et la réunion des investisseurs était dans 48 heures. Si je ne pouvais pas accéder à ces fichiers, le cours de l'action s'effondrerait et le conseil d'administration m'offrirait ma tête sur un plateau. Marie n'était pas juste une femme bafouée. C'était un agent dormant dans ma propre vie et elle venait de faire exploser la bombe. Moment, ici je dois m'interrompre. Tout ça, cette situation avec Marie, c'était complètement absurde, non? Je veux dire, imaginez, une femme discrète, presque invisible pendant des années, qui, du jour au lendemain, se transforme en ça. J'avais toujours pensé que j'étais le stratège, le cerveau, le joueur d'échecs. Et elle, juste une figurante, quelqu'un qui me rendait la vie facile en arrière-plan. Mais là, elle avait tiré toutes les ficelles. C'était comme si j'avais passé ma vie à jouer à un jeu, et elle en avait écrit les règles. En ma présence, elle avait construit ce système tout en me laissant croire que j'étais le maître. C'est humiliant, en fait, et terrifiant, parce que ça te fait douter de tout ce que tu croyais savoir sur les gens. Qui est-ce vraiment la personne à côté de toi? Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Même après 10 ans? Aucune idée. J'étais tellement aveuglé par mon propre ego. Qu'est-ce que vous auriez fait, à ma place, quand vous réalisez que votre petite souris était en fait un requin? Quoi qu'il en soit, retour à l'histoire. Assis dans mon fauteuil de direction en cuir, je fixais le curseur clignotant sur mon écran. Le message du numéro inconnu me brûlait l'esprit. 5 millions d'euros. Elle ne peut pas faire ça, ai-je murmuré à la pièce vide. C'est de l'extorsion. J'ai attrapé mon téléphone et rappelé Maître Duval. Pierre, j'ai besoin que vous déposiez une injonction d'urgence. Elle a verrouillé les serveurs. Elle exige 5 millions d'euros pour libérer les clés de chiffrement. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Julien, écoutez-moi très attentivement. Marie avait-elle un accès autorisé à ces systèmes? Oui, je vous l'ai dit. Elle a construit cette satanée architecture il y a des années. Mais elle retient l'entreprise en otage. Si elle a des privilèges d'administrateur qui n'ont jamais été révoqués, légalement, elle n'a rien piraté. Elle a juste changé le mot de passe sur un système dont elle détient des permissions. Nous pouvons la traîner en justice, bien sûr. Nous pouvons déposer une motion pour contraindre la découverte. Mais, excellent, faites ça, ai-je hurlé, mon poing frappant le bureau. Cela prendra au moins 6 semaines pour obtenir une audience, Julien. Peut-être 3 mois. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai la réunion des investisseurs dans 4 mois. Si je ne peux pas montrer les projections, l'action chute. Si l'action chute sous un certain seuil, la banque exige mes prêts à effet de levier. Je perds l'entreprise, Pierre.
Alors, je vous suggère de la payer, a dit Pierre, sa voix dénuée de sympathie. Et Julien, si elle demande 5 millions, c'est parce qu'elle sait que vous l'avez ou qu'elle sait où vous le cachez. J'ai raccroché, j'ai juré bruyamment et balayé une pile de papier de mon bureau. Ils sont tombés au sol comme des feuilles mortes. J'avais l'argent. Enfin, j'étais censé l'avoir. J'avais un fonds de prévoyance. Il n'était pas sur les comptes joints. C'était un compte de société écran à Monaco, enregistré sous le nom d'Orion Holdings. Je l'utilisais pour siphonner les bonus et les bénéfices avant qu'ils n'atteignent les livres officiels. C'était ma trappe d'évasion. Je me suis connecté au portail bancaire offshore. Mes doigts ont volé sur le clavier. Nom d'utilisateur, G et Dubois 01, mot de passe. L'écran s'est chargé. Solde du compte, 48,31. J'ai fixé l'écran. J'ai cligné des yeux pensant que c'était un problème technique. J'ai rafraîchi la page, 14,30 €. Sous le solde, un historique des transactions. Un seul virement effectué 3 jours plus tôt. Virement à SGC Trust. Montant, 250 000 €. Autorisation, porte-clés physique. Endeguideux. Je me suis affalé en arrière, haletant. Porte-clés numéro 2. Je gardais ce porte-clés dans le faux fond de mon sac de golf. Marie ne jouait pas au golf. Elle détestait le golf. Comment l'avait-elle trouvé? Elle m'a vidé, ai-je marmonné. Elle a volé mon argent pour rançonner ma propre entreprise. La porte de mon bureau s'est ouverte en grand. Sophie est entrée, portant plusieurs sacs de shopping de chez Printemps. Julien, pourquoi ta carte a-t-elle été refusée? A-t-elle exigé, jetant une carte de crédit platine sur mon bureau? J'essayais d'acheter ce vin millésimé pour ce soir, et la caissière me regardait comme une miséreuse. C'était humiliant. J'ai regardé la carte, puis Sophie. Le contraste entre sa plainte insignifiante et ma vie qui implosait était trop fort. Les comptes sont gelés, Sophie, et je dis, ma voix basse et dangereuse. Gelés. Pourquoi? La banque a fait une erreur. Elle s'est assise sur le bord de mon bureau, croisant les jambes. Répare ça, Julien. On a des réservations. Marie l'a pris, ai-je dit. Elle a pris les liquidités. Elle a pris l'argent offshore. Elle a verrouillé les serveurs. Sophie a froncé les sourcils, ses sourcils parfaitement sculptés se rejoignant. Attends, tu as dit qu'elle n'avait rien laissé. Tu as dit qu'elle renonçait à la pension alimentaire. Comment peut-elle prendre l'argent si elle a renoncé à ses droits? Parce qu'elle est plus intelligente que je ne le pensais, ai-je rugi, claquant mon poing sur le bureau. Sophie a sursauté, laissant tomber son sac à main. Elle n'a pas demandé l'argent légalement parce qu'elle l'avait déjà volé. Et maintenant, elle veut 5 millions de plus des comptes de l'entreprise pour que je garde mon poste. Le visage de Sophie a changé. La séductrice a disparu, remplacée par une calculatrice froide. Alors, tu es fauché? Pas fauché, juste illiquide. J'ai des actifs. La maison, les voitures, le bateau. La maison à laquelle elle a renoncé, et demandé Sophie d'un ton sec. On peut te la vendre? Pas en 2 jours. J'ai besoin de liquidité maintenant. Je me suis levé, faisant les 100 pas. Je dois liquider les jouets, l'Aston Martin, le yacht amarré à la marina de Saint-Tropez. Je peux obtenir un prêt relais auprès d'un prêteur privé si je les mets en garantie. Tu vends l'Aston, a gémi Sophie. Mais j'adore cette voiture. Tu as promis qu'on irait à Bordeaux le mois prochain. J'ai arrêté de faire les 100 pas et je l'ai regardé, vraiment regardé. Sophie, je me bats pour ma vie ici. Si je n'ai pas 5 millions d'euros sur un portefeuille crypto d'ici demain soir, Dubois Technologies est fini. Si l'entreprise coule, il n'y a pas de Bordeaux, il n'y a pas de penthouse. Il y a toi et moi qui vivons dans un appartement en location, à esquiver les assignations. Sophie a reculé comme si je l'avais giflé. Je n'ai pas signé pour la pauvreté, Julien. Tu m'as dit que tu étais un roi.
Les rois sont renversés, ai-je grogné. Maintenant, sors, j'ai des appels à passer. Sophie a attrapé ses sacs de shopping. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle m'a juste regardé, avec un mélange de pitié et de dégoût, a tourné les talons et est partie. Je ne l'ai pas regardé partir. J'étais déjà en train de composer le numéro d'un homme nommé Sal, un prêteur sur gage qui ne posait pas de questions tant que vous aviez le titre de propriété d'un yacht de luxe. Parfois, quand je ne pouvais pas dormir la nuit, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne dont la promesse est trop belle pour être vraie ». Il parlait des marchands sur le marché, mais maintenant, je le comprenais différemment. Le château, les promesses, tout semblait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure. Il y a une décennie, quand Marie et moi nous sommes rencontrés, j'étais tellement obnubilé par ma trajectoire que je n'ai pas vu que sa discrétion était sa force. J'ai cru que son silence était de l'admiration, pas de l'observation. Un détail tellement évident aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais juste trop occupé à être le roi. Le lendemain après-midi, j'avais l'air 10 ans plus vieux. Je n'avais pas dormi. J'avais passé les 24 dernières heures à vendre ma vie frénétiquement. J'avais vendu l'Aston Martin pour 30% en dessous du prix du marché à un collectionneur qui a payé en espèces. J'avais cédé le titre de mon yacht de 18 mètres, le Loup des mers, pour un prêt d'urgence à un taux d'intérêt exorbitant. J'avais même liquidé ma collection de montres. J'avais réussi à rassembler 4 millions d'euros. Il me manquait de l'argent. Je devais gagner du temps ou négocier. J'ai trouvé l'adresse du cabinet d'Antoine Lefebvre. Ce n'était pas dans les tours de verre scintillantes du centre-ville où se trouvait Dubois Technologies. C'était à Saint-Germain-des-Prés, dans un vieil immeuble de briques restauré qui criait « Vieille fortune et pouvoir discret ». J'ai ajusté ma cravate dans le reflet de la plaque de laiton. Lefebvre est associé, service client privé. Je suis entré d'un pas décidé. Le réceptionniste, un homme d'une 50aine d'années à la posture impeccable, n'a pas demandé mon nom. Monsieur Dubois, maître Lefebvre vous attend à la bibliothèque. J'ai traversé les lourdes portes en chaîne. Le bureau était faiblement éclairé, sentant le cuir et l'acajou. Les murs étaient tapissés de livres qui semblaient n'avoir pas été touchés depuis un siècle. Antoine Lefebvre était assis derrière un bureau massif. C'était un homme d'un âge indéterminé, peut-être 50, peut-être 60. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il ne s'est pas levé. « Monsieur Dubois, a dit Lefebvre. Sa voix était douce comme du gravier enveloppé de velours. Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne veux pas m'asseoir, ai-je dit, restant debout pour affirmer ma domination. Ça n'a pas marché. Lefebvre m'a juste regardé avec un léger amusement. Où est-elle? Où est Marie? Ma cliente est actuellement indisponible. Elle profite de vacances bien méritées dans un lieu qui n'a pas de traité d'extradition avec la France. Non pas qu'elle en ait besoin. Elle a volé 5 millions d'euros de mes comptes privés, ai-je accusé, et elle me fait chanter pour 5 de plus. Lefebvre a soupiré et a ouvert un dossier en cuir sur son bureau. Monsieur Dubois, soyons précis avec nos mots. Les 5 millions d'euros auxquels vous faites référence se trouvaient sur un compte nommé Orion Holdings, un compte qui, légalement parlant, ne vous appartient pas. Il appartient à une société écran, une société qui n'a pas déposé ses déclarations fiscales au cours des 4 dernières années. J'ai figé. Lefebvre a continué, ajustant ses lunettes. Ma cliente, Marie, a été la directrice financière de facto de votre ménage et est, officieusement, la personne chargée de régler les irrégularités comptables de votre entreprise. Elle a remarqué le compte Orion il y a des années. Au lieu de vous signaler au fisc à l'époque, elle s'est simplement assurée d'être signataire sur le compte, juste au cas où. Elle considère cet argent comme un arriéré de paiement pour son silence. « C'était ma femme », ai-je crié.
Elle était censée être de mon côté. Elle était de votre côté, a dit Lefebvre, ses yeux s'endurcissant. Jusqu'à ce que vous introduisiez mademoiselle Sophie Martin dans le tableau. Marie a toléré les nuits tardives. Elle a toléré la négligence. Mais quand vous avez commencé à utiliser les fonds de l'entreprise, fonds qu'elle s'est efforcée de blanchir pour vous, pour acheter des bijoux à mademoiselle Martin, ce fut une insulte à sa fierté professionnelle. J'ai eu des hauts le cœur. Marie savait pour le blanchiment. Elle savait tout. J'ai 4,8 millions et je dis, ma voix brisée, c'est tout ce que j'ai. J'ai vendu la voiture. J'ai hypothéqué le bateau. Dites-lui de prendre ça et de déverrouiller le serveur. Lefebvre a tapoté un stylo sur le bureau. Le prix est de 5 millions, Monsieur Dubois. Ma cliente est très précise sur les chiffres. C'est une mathématicienne, après tout. Je n'ai pas les 200 000 restants. Je ne peux pas les obtenir d'ici demain. Lefebvre s'est penché en arrière. C'est regrettable, car si l'argent n'est pas sur le compte séquestre avant minuit, la clé de chiffrement sera supprimée et un protocole secondaire s'initiera. Protocole secondaire? Oui, si la rançon n'est pas payée, un email automatisé est envoyé à l'Autorité des marchés financiers, IMF, ainsi qu'à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Joint à cet email se trouvera le registre complet d'Orion Holdings, le liant directement à vous. J'ai agrippé le dossier du fauteuil devant moi. Elle essaie de me détruire. Non, Monsieur Dubois, la destruction serait d'envoyer cet email immédiatement. Ceci, c'est une transaction commerciale. Vous avez acheté une vie de luxe et d'adultère. Maintenant, la facture est arrivée à échéance. Lefebvre a fait une pause puis a fait glisser un morceau de papier sur le bureau. Cependant, a dit Lefebvre doucement, il existe une option alternative pour couvrir le déficit de 200 000 € restante. J'ai attrapé le papier. C'était un acte de transfert de propriété. Propriété 142 chemin du Chêne Doré, Versailles, bénéficiaire, la Fondation Marie-Jean Leclerc pour les femmes. La maison, ai-je murmuré. Correct, a dit Lefebvre. Elle a renoncé à sa réclamation sur la maison dans les papiers de divorce, oui. Mais si vous voulez sauver votre entreprise et éviter la prison, vous ferez donc volontairement de la maison conjugale à sa fiducie caritative. Elle a l'intention de la transformer en refuge pour femmes en difficulté. J'ai fixé le papier. La maison était ma fierté, mon symbole de statut. Sophie était déjà en train de planifier les rénovations. Si je signe ça et je dis, serrant les dents, je suis sans abri. Vous avez un appartement en ville, n'est-ce pas? Non, c'est une location d'entreprise. Si le conseil me vire, je perds ça aussi. Les enjeux sont élevés, a souri Lefebvre d'un air mince. Il est 16 heures, Monsieur Dubois. Les banques ferment bientôt. Signez l'acte et virez les 4,8 millions et vous récupérez votre entreprise. Refusez et vous obtenez un acte d'accusation fédérale. J'ai regardé le stylo Montblanc posé sur le bureau. J'ai pensé à Sophie Tassin-Army, m'attendant à l'hôtel parce qu'elle refusait de rester dans la maison poussiéreuse. J'ai pensé à la réunion du conseil le lendemain. J'ai pris le stylo. J'ai cédé la maison. Choix judicieux, a dit Lefebvre, reprenant le papier instantanément. L'accès au serveur sera restauré dès que le virement atteindra notre compte. Je suis sorti du bureau en trébuchant sous la bruine grise de Paris. J'avais sauvé mon entreprise. J'avais évité la prison. Mais je retournais vers une vie qui rétrécissait rapidement. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Sophie, pour lui dire que nous devions trouver un hôtel pour le futur prévisible. J'ai vu une notification de mon application bancaire. Alerte! Compte courant joint à découvert. J'ai froncé les sourcils. J'avais vidé le compte joint il y a des jours. Il devrait être à 0. J'ai ouvert l'application. Où il y avait un prélèvement du restaurant Le Monde. 800 € d'il y a 1 heure. Et un prélèvement chez Tiffany & Co. 12 000. Refusé. Sophie.
Elle avait toujours la carte secondaire que j'avais oublié d'annuler. Elle était en train de dépenser de l'argent que je n'avais pas, pendant que je vendais mon âme à un avocat. J'ai composé son numéro. « Salut bébé », a-t-elle répondu, avec en fond sonore le tintement de verre. « Tu as réglé le problème? »« Où es-tu » ai-je demandé, ma voix morte. « Je suis au Le Monde, en train de prendre un verre avec des amis. J'étais tellement stressé, j'avais besoin de me détendre. Tu as eu l'argent? » « J'ai vendu la maison, Sophie. » Silence. « Quoi? » ?»« J'ai vendu la maison pour payer la rançon. On n'a plus de toit. J'ai besoin que tu nous trouves un Formule 1 parce que je n'ai plus le crédit pour le George Schwem. Tu as vendu le manoir. » Sa voix a monté d'une octave. « Tu plaisantes? » « J'aurais aimé. Je viens te chercher. On doit parler. »« Ne te dérange pas, » a dit Sophie froidement. « Pardon? Julien, si tu n'as pas la maison et que tu n'as pas l'argent, et tu es sous enquête de ton ex-femme. Tu es un boulet, je suis VP Marketing, je ne peux pas être vu avec un échec. C'est moi qui t'ai nommé VP Marketing, ai-je hurlé, les passants me regardant bizarrement. Et je suis reconnaissante pour l'amélioration de mon CV, mais je pense que nous devrions faire une pause. Je vais rester chez une amie. La ligne a raccroché. Je me tenais sous la pluie, l'eau me dégoulinant du nez. J'avais tout sacrifié pour garder l'entreprise, pensant sauver mon avenir avec Sophie. Maintenant, j'avais l'entreprise, mais je n'avais pas de maison, pas d'argent, pas de femme et pas de maîtresse. Mais au moins, le cauchemar était fini. N'est-ce pas? Mon téléphone a vibré. Un email de admin@duboistechnology.com. Objet. Accès restauré. Julien, paiement reçu. Les serveurs sont déverrouillés. Bonne chance pour la réunion du conseil d'administration. Vérifie le dossier des éléments envoyés dans tes emails avant de présenter. Aimes-tu? Mon estomac s'est tordu. Vérifie le dossier des éléments envoyés. J'ai ouvert l'application Outlook sur mon téléphone. J'ai navigué vers mes éléments envoyés. Il y avait un email envoyé 5 minutes plus tôt. À tout le conseil d'administration. Objet, ma démission. Je suis tombé à genoux sur le trottoir mouillé. Nous n'avons pas été piratés, Julien, a dit Arthur, sa voix terrifiante de calme. Nous avons reçu votre email et nous avons reçu la pièce jointe, le grand livre financier du bois, définitif LSX. J'ai senti le sang quitter mes jambes. Ça, c'est une fabrication. Vraiment? Arthur a fait signe à l'écran au fond de la salle. Projeté sur le mur se trouvait le tableur, le grand livre Orion Holdings. Mais ce n'était pas juste des chiffres, c'était à noter. Chaque transaction où j'avais siphonné les bénéfices de l'entreprise pour payer l'appartement de Sophie, sa voiture, nos vacances, tout était surligné en rouge. Et à côté de chaque transaction se trouvait un horodatage correspondant de l'endroit où je prétendais être à ce moment-là. Voyage d'affaires, Tokyo. Conférence, Austin. Des mensonges cousus de fil blanc, démontrés avec une précision mathématique que seule Marie pouvait appliquer. L'email est venu de votre terminal sécurisé, a dit Arthur. Le texte de la démission était assez précis. Il disait « Moi, Julien Dubois, je démissionne par la présente de mon poste de PDG avec effet immédiat en raison de ma grave malversation de fonds et de ma rupture de devoir fiduciaire. 6 juin ma confession. » C'est elle qui a écrit ça, ai-je hurlé. Mon ex-femme, elle me fait accuser à tort. Peu importe qui l'a écrit, Julien, a coupé sèchement une membre du conseil d'administration nommée Linda. Les relevés bancaires sont réels. Nous avons vérifié les identifiants de transactions avec la branche de Monaco ce matin. Vous avez volé 4 millions d'euros à cette entreprise en 2 ans. Je peux rembourser, ai-je bégayé. Je viens de virer 88 millions à l'entreprise. Vérifiez les comptes. J'ai remboursé plus les intérêts.
Arthur a secoué la tête, un air de profonde déception sur le visage. Nous avons vu le virement, Julien. Il provenait d'un compte personnel. Mais rembourser l'argent après avoir été pris ne défait pas le crime. C'est un aveu de culpabilité. Et, a ajouté Linda, vous ne l'avez pas viré au fonds général de l'entreprise. Vous l'avez viré au compte séquestre de Solutions Nemesis, une société écran. Nous ne savons pas où est cet argent. J'ai réalisé le piège. Marie n'avait pas déverrouillé le serveur pour m'aider. Elle l'avait déverrouillé pour me piéger. Elle m'avait fait payer la rançon, mais elle l'avait chronométré de manière à ce que cela ressemble à une tentative de cacher les preuves. La commission des opérations de Bourse Cube a déjà été informée, a dit Arthur se levant. Tout comme le procureur, la sécurité attend à l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je murmuré. J'ai construit cette entreprise. Et vous l'avez pillée, a dit Arthur froidement. Vous êtes viré, Julien, pour faute grave. Vos stock options sont annulées. Votre indemnité de départ est nulle et vous êtes banni des lieux. 2 grands gardes de sécurité en costume sombre sont entrés dans la pièce. L'un d'eux était Henri, un homme à qui j'avais donné une prime de Noël pendant 5 ans. Henri n'a pas établi de contact visuel en m'attrapant le bras. « Allons-y, Monsieur Dubois », a grommelé Henri. J'ai été traîné hors de la salle de conférence. La marche de la honte était une torture. Tout le personnel du bureau regardait à travers les murs de verre. J'ai vu Brigitte, mon assistante, pleurer. Et puis, près des ascenseurs, j'ai vu Sophie. Elle tenait une boîte en carton remplie de ses effets personnels. Un garde de sécurité se tenait à côté d'elle aussi. Je me suis dégagé de la prise d'Henri une seconde. « Sophie !» Elle a levé les yeux. Son mascara coulait. Elle avait l'air furieuse. « Toi !» a-t-elle hurlé, pointant un doigt manucuré vers moi. « Tu m'as entraîné là-dedans. » Moi, j'ai ri, un son hystérique, brisé. « C'est toi qui avais besoin du penthouse. C'est toi qui avais besoin du titre de VP. » Sophie sentait la rage monter en elle, brûlante et amère. Quand Julien avait hurlé qu'elle était la cause, elle avait failli lui arracher les yeux. La honte la rongeait, la sensation que tous les regards sur elle, qui n'étaient pas les siens, étaient emplis de jugement. Ce maudit Henri, le garde du corps, se tenait à côté d'elle, une silhouette imposante et muette. Elle avait toujours détesté son calme stupide. Ils m'ont viré, Julien. Ils ont dit que j'étais incompétente et bénéficiaire de népotisme. Je suis ruiné. Qui va engager une VP marketing qui couchait avec le patron pour de l'argent détourné? Le monde s'écroulait, pas pour Julien, non, pour elle. Toutes ces manigances, toutes ces nuits passées à flatter son ego stupide, tout cela pour finir avec une boîte en carton et une réputation en lambeaux. Elle ne l'avait pas vu venir, ce genre de représailles. Pas après qu'il lui ait promis un empire. C'était sa faute, à lui, toute sa faute. Elle l'avait cru, le grand Julien Dubois, le roi, et qu'il était juste un idiot, un minable. On peut trouver une solution, ai-je dit, bien que je sache que c'était un mensonge. On peut aller chez tes parents en Oregon, a raillé Sophie. Mes parents vivent dans une caravane, Julien. Je ne vais pas dans une caravane et je ne vais certainement nulle part avec toi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Sophie m'a bousculé, entrant seule dans la cabine. « Sophie, attends! Va au diable, Julien! » a-t-elle craché. Elle a appuyé sur le bouton de fermeture des portes. J'ai regardé la porte se refermer, coupant le dernier lien avec la vie que je croyais avoir. Henri le garde m'a poussé vers l'ascenseur de service. « Par ici, monsieur. » 10 minutes plus tard, je me tenais sur le trottoir sous la pluie battante. Je n'avais pas de voiture. La société de location avait désactivé à distance la berline car ma carte de crédit enregistrée était rejetée. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de femme. Je n'avais pas de maîtresse. J'ai fouillé ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Une nouvelle notification. C'était une alerte d'actualité du Wall Street Journal. Flash, le PDG de Dubois Technologies évincé suite à un scandale. L'action chute de 40%.
Les vendeurs à découvert gagnent des milliards. Les vendeurs à découvert. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing physique. Marie n'avait pas seulement voulu l'argent. Elle savait que l'action allait chuter. Si elle avait vendu à découvert l'action, j'ai fait le calcul dans ma tête. Et si elle avait utilisé les 5 millions qu'elle avait volés pour vendre à découvert l'action avant d'envoyer cet email, elle ne s'en était pas sortie avec 10 millions. Elle s'en était sortie avec des centaines de millions. Je suis tombé contre la brique mouillée de l'immeuble et j'ai glissé jusqu'au sol, riant. J'ai ri jusqu'à m'étouffer. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Elle m'avait mené en bateau. La petite souris discrète était une lionne et j'avais marché droit dans sa tanière. 3 mois plus tard, l'air de la Côte d'Azur était très différent de Paris. Il sentait les citronniers, l'eau fraîche et l'argent ancien. C'était du moins ce que j'imaginais pour Marie. J'ai lu un jour une brève dans un magazine économique, Forbes, je crois, mentionnant une certaine Marie Leclerc, une figure montante dans le secteur des énergies renouvelables, associée à Liam Chevalier, ce même Liam Blackwood que j'avais toujours moqué à la fac pour sa boîte de panneaux solaires. Une photo l'accompagnait. Elle avait l'air radieuse, souriante, un verre de rosé à la main, sur une terrasse surplombant la Méditerranée. Mon monde s'était effondré et elle rayonnait. 6 mois plus tard, la pluie à Paris me semblait plus froide que dans mes souvenirs. Ou peut-être était-ce simplement que je n'avais plus de manteau en cachemire pour m'en protéger. Je, Julien Dubois, poussais le lourd seau de serpillière industrielle sur le sol de marbre du grand foyer. Les roues grinçaient, un son aigu et irritant qui résonnait sous les hautes plafonds. J'ai grimacé, mon dos subissant des spasmes. Je n'étais pas habitué au travail physique. Mes mains, autrefois manucurées et douces, étaient maintenant gercées et sentaient en permanence l'eau de Javel et l'ammoniac. J'ai levé les yeux vers le lustre qui pendait au-dessus de moi. Je me suis souvenu d'avoir acheté ce lustre à Paris. Je me souvenais de m'être tenu ici, un verre de champagne à la main, trinquant à mon premier million. Maintenant, je frottais de la boue sur les carreaux parce que c'était un mardi pluvieux et que les résidentes traînaient de la saleté. La maison du chemin du Chêne Doré n'était plus le domaine du bois. Une plaque de bronze près de la porte indiquait « Le sanctuaire Marie-G. Leclerc ». C'était un refuge pour les femmes fuyant les abus financiers et les tourments domestiques. Il était entièrement financé, géré efficacement et toujours plein. Et j'étais le chef de l'entretien. Cela faisait partie de mon accord de plaider coupable. Le procureur, sous la pression de la montagne de preuves que Marie avait fournies, m'avait offert un choix. 5 ans dans un pénitencier fédéral pour détournement de fonds et fraude, ou 2 ans de travaux d'intérêt général et de probation, spécifiquement affectés à l'association à but non lucratif qui possédait maintenant mes anciens actifs. J'avais choisi la liberté, mais en essorant l'eau grise et sale de la serpillière, je me demandais si la prison n'aurait pas été plus digne. « Hey, vous avez raté un endroit là-bas. » J'ai tressailli. Je me suis tourné pour voir Madame Durand, la directrice du refuge. C'était une femme sévère d'une 60aine d'années qui savait exactement qui j'étais et prenait un immense plaisir à me donner des ordres. « Je m'en occupe, Madame Durand, » ai-je marmonné, la tête baissée. « Parlez plus fort, Dubois, et ne me regardez pas comme ça. Vous avez de la chance d'avoir un travail. La plupart des criminels ne sont pas réembauchés dans leur propre maison. » Elle est partie d'un pas militaire, ses talons claquant sur le sol que je venais de polir. J'ai serré les dents. « Juste 2 ans, me suis-je dit. Je peux survivre 2 ans, puis je déménagerai à... quelque part. L'Ardèche peut-être. Recommencer. » Les portes d'entrée se sont ouvertes. Une rafale de vent a soufflé, suivie d'un silence qui s'est abattu sur le hall animé. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'étais concentré sur une tâche tenace, mais j'ai ensuite remarqué la réceptionniste se redresser. J'ai remarqué Madame Durand sortir de son bureau avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. « Mademoiselle Leclerc, quelle merveilleuse surprise! » J'ai figé. Ma prise sur le manche de la serpillière s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent.
J'ai lentement levé les yeux. Marie se tenait dans l'embrasure. Elle était radieuse. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine impeccable qui criait le pouvoir, ses cheveux coupés en un carré chic et net. Elle ne ressemblait pas à la femme au foyer effacée dont je me souvenais. Elle ressemblait à une PDG. Elle ressemblait à une reine inspectant son royaume. Elle était flanquée de deux personnes. L'une était Liam Chevalier, beau et protecteur. L'autre était un photographe, prenant des photos de l'établissement. « Bonjour, Madame Durand », a dit Marie, sa voix portant sans effort dans l'espace. « Je voulais juste passer voir la nouvelle aile d'accueil. Nous approuvons le budget pour l'agrandissement la semaine prochaine. » « Bien sûr, bien sûr. Par ici, » a fait Madame Durand, lèche-botte. Ils ont commencé à traverser le hall. Ils marchaient droit vers moi. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La panique a éclaté. Devais-je courir? Devais-je me cacher dans le placard à fournitures? Non, j'étais Julien Dubois. Je ne me cacherai pas dans ma propre maison. Je me suis redressé, appuyé sur la serpillière, attendant qu'elle me remarque. Attendant la colère, la jubilation, la moquerie. J'ai préparé un discours dans ma tête. Quelque chose de mordant. Quelque chose qui montrerait que je n'étais pas brisé. Marie s'est rapprochée. Elle parlait à Liam, montrant les détails architecturaux de l'escalier. Elle est passée juste à côté de moi. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne n'a pas ricané. Elle n'a même pas cligné des yeux. C'était comme si j'étais un meuble. Un fantôme. « Marie », ai-je balbutié, ma voix rouillée. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée lentement, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur moi. Il n'y a pas eu d'étincelle de reconnaissance au début. Juste une curiosité polie, distante. « Excusez-moi », a-t-elle dit. « C'est moi », ai-je dit, faisant un pas en avant. Madame Durand s'est interposée, bloquant mon chemin. « Retour au travail, Dubois », a aboyé Madame Durand. « C'est bon, Madame Durand », a dit Marie, levant la main. Elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé. Elle a observé la combinaison grise, les cheveux en désordre, la serpillière dans ma main. « Bonjour, Julien », a-t-elle dit. Son ton était le même que celui qu'elle utilisait pour la réceptionniste. Poli, indifférent. « Tu as fait ça », ai-je dit, ma voix tremblante. « Tu as tout planifié. Le divorce, l'audit, la vente à découvert. Tu m'as détruit. » Marie a légèrement penché la tête. « Je ne t'ai pas détruit, Julien. J'ai juste retiré le filet de sécurité que tu ne savais pas que je tenais. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste profité des débris. »« J'ai construit cette maison, » ai-je crié, gesticulant autour. « J'ai acheté ces rideaux. J'ai payé ce sol. »« Et maintenant, tu le nettoies, » a dit Marie simplement. « Ça semble poétique, tu ne trouves pas? Tu m'as traité comme une servante pendant 10 ans. Tu as traité cette maison comme un hôtel. Maintenant, tu peux enfin apprendre la valeur de l'entretien. » « Je n'ai rien, » ai-je murmuré. « Sophie m'a quitté. Mes amis m'ont quitté. Je suis une blague. » Marie s'est rapprochée, aussi, baissant la voix pour que seul je puisse l'entendre. « Tu as ta santé, Julien. Tu as un travail. Et tu as appris une leçon précieuse. Ne confonds jamais le silence avec la faiblesse. Et ne sous-estime jamais la personne qui s'occupe de tes comptes. » Elle a reculé, son expression redevenant froide instantanément. Elle s'est tournée vers Liam. « Viens, Liam, nous avons une réunion au Centre Leclerc dans 1 heure. Nous devons discuter des nouveaux brevets de SolarGrid. »« Centre Leclerc ?» ai-je demandé, confus. Liam a souri d'un air narquois. « Oh, tu n'étais pas au courant. Nous avons changé le nom de Dubois Technologies. C'est Blackwood et Leclerc maintenant. Nous avons retiré l'ancienne enseigne hier, jetée à la poubelle en fait. Tu peux peut-être aller la repêcher si tu veux un souvenir. » J'ai senti l'air quitter mes poumons, mon héritage, mon nom sur l'horizon. C'était parti. Marie n'a pas regardé en arrière. Elle a pris le bras de Liam et ils se sont dirigés vers l'aile d'accueil, discutant de l'avenir.
Un avenir qui n'avait aucune place pour Julien Dubois. Je les ai regardés partir. Je suis resté seul au centre du foyer, la grande maison fourmillant de vie autour de moi. J'ai regardé la serpillière dans ma main. J'ai regardé la marque des raflures sur le sol. Une larme a coulé de mon œil, chaude et humiliante. Dubois, a crié Madame Durand de l'autre bout de la pièce. Je ne vous paie pas pour rêver. Les salles de bain du premier étage sont bouchées. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essuyé mon visage avec ma main rugueuse et gercée. Oui, madame, ai-je dit doucement. J'ai ramassé le seau. La roue a grincé alors que je le poussais vers les escaliers, le son résonnant comme un battement de cœur mourant dans la maison que j'avais autrefois possédée. J'ai commencé à monter, un pas à la fois, dans les ombres. Et c'est là que j'en suis. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était le pire qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai eu ce que je méritais, même si c'est une pilule difficile à avaler. Cette histoire, ma propre histoire, est-elle une tragédie ou une juste revanche? C'est compliqué. Marie n'est pas sortie de ma vie. Elle l'a remodelée et moi avec. On dit que le silence est d'or, mais je réalise que pour moi, il était synonyme d'une bombe à retardement que je n'ai jamais vu venir. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne sous-estime jamais personne. Surtout pas la femme silencieuse qui connaît tous vos secrets. Pas vrai? Et l'avenir? Qui sait? Je suppose que je continuerai à monter les escaliers, un pas après l'autre, vers ce qui vient.